Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief, les notes, le carnet de notes du Grand Prix de Turquie, Grand Prix de Turquie qui a été animé. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais déjà commencer par vous inviter à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. Et puis on commence tout de suite avec la note du Grand Prix. On parlera bien entendu des Français, des coureurs flop et top. La note du Grand Prix pour moi c'est 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20 ? D'un côté je me suis énormément amusé avec cette course qui a été très divertissante. Parce que c'est vrai que sous la pluie ça a été vraiment passionnant. Et la première journée, d'un côté, il y a eu pas mal de rebondissements et puis un classement qui était étonnant. D'un autre côté, je me dis, est-ce que ça n'a pas été ridicule ? Et moi, je me pose vraiment la question. Moi, je trouve qu'heureusement que la course déjà s'est déroulée sous la pluie, mais que ça a été ridicule. C'est-à-dire, on a eu l'impression vraiment d'avoir un championnat amateur. C'est-à-dire que la piste qui est resurfacée 15 jours avant la course, on le sait qu'une piste, déjà quand c'est resurfacé l'année même, c'est pas simple parce que le goudron est très lisse et que c'est pas facile au niveau de la performance. Il faut attendre normalement 2, 3, 4 ans avant qu'une piste délivre l'entièreté de son potentiel au niveau du grip. Il faut attendre un petit peu de temps. La première année, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc déjà, changer l'enrobé, pas faire de course avant. Bah, là déjà c'est fiasco. Après, je suis pas surpris. Je rappelle que ce Grand Prix là, on nous l'a annoncé assez tardivement. C'est la Turquie et il devait y avoir 100 000 spectateurs normalement, alors qu'on était en pleine période de Covid, donc c'était vraiment du n'importe quoi. On a déjà vu en Russie, il y avait 25 000 spectateurs et il y a eu, je pense, ça a engendré quelques cas de Covid dans la bulle F1. Je te dis pas avec 100 000 spectateurs, mais surtout, pourquoi, enfin j'ai dit la Turquie, là, ça on va me dire, elle était complètement raciste, les Turcs savent organiser des événements. Oui, mais alors en F1, ça a toujours été un calvaire. Les grands prix de F1 en Turquie, ça a toujours été un calvaire, parce que entre les autorisations, ça a toujours été un fiasco. Ce circuit, pour vous dire mon étonnement quand j'ai appris que le Grand Prix allait avoir lieu, parce que pour moi le circuit est devenu une casse automobile. Donc je sais même pas dans quel état il était le circuit, très clairement. On n'avait pas eu de course de F1 depuis 8 ans, mais déjà les dernières années il n'était plus vraiment entretenu, parce que c'était plus une priorité pour la Turquie et pour les promoteurs, que ça coûtait une blinde et les promoteurs étaient en faillite. Il faut savoir que normalement le contrat, je crois, devait aller jusqu'en 2014-2015 et les promoteurs avaient fait faillite. Donc c'est pour ça qu'on avait arrêté d'aller en Turquie. Pour plusieurs raisons ils avaient fait faillite, c'est que c'est un Grand Prix qui n'a jamais attiré beaucoup de monde, et que c'est un circuit qui coûtait très très cher et il n'y a jamais eu énormément de courses et énormément d'événements sur ce circuit. Après, 10 sur 20 aussi, parce que certes il y a eu la pluie, heureusement, j'ai presque envie de dire. On a eu un Grand Prix intéressant, avec les pneus quand même, mais le choix de pneus était assez limité. Et puis cette piste, je sais que, alors je vais m'attirer les foudres de beaucoup de personnes. Moi, j'ai jamais trouvé cette piste très 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 intéressante. C'est-à-dire, je sais qu'il y a beaucoup de pilotes qui adorent cette piste. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, parce que pour l'avoir fait dans beaucoup de jeux de bagnole, j'ai jamais pris énormément de plaisir. Autant à Imola, j'ai pris du plaisir, autant sur d'autres pistes, tu prends du plaisir même en jeu vidéo. Autant la Turquie, pas vraiment. Et puis, il n'y a jamais eu de course incroyable. C'est-à-dire, à part l'accrochage entre Weber et c'était Weber et Vettel, pardon. Et il y avait eu une année avec Pedro de la Rosa aussi où il y avait eu pas mal de dépassements. Donc ça devait être 2006. Sinon, ça n'a jamais été un Grand Prix, je trouve, hyper passionnant. Allez, on passe aux notes des Français. Je commence les Français. C'était vraiment pas un week-end pour les Français, que ça soit en moto, mais également en Formule 1. Je commence avec Pierre Gasly, 6 sur 20. Pourquoi 6 sur 20 pour Pierre, derrière Kiat déjà, en course assez largement, en qualif aussi, et même sur les séances d'essai il a rarement été devant son coéquipier. Ah si, non, pardon, il était devant en qualif, parce que là j'ai pris, pour tout vous dire, je suis sur Motorsport
pour un com et j'ai pris la grille de départ. Et bien entendu, il y a eu énormément de pénalités sur ce Grand Prix. Donc oui, Pierre Gasly qui a changé beaucoup de pièces de son moteur. Malgré tout, il était 13e, ce qui n'était pas dingue en termes de performance pour Pierre, 13 ou 14. Je crois 13 parce qu'il était devant Vettel et Leclerc. Je crois me rappeler. Pour tout vous dire, je suis complètement con parce que je l'ai noté en plus ça. Mais dans mon petit carnet rouge. Mais Pierre a été en retrait, je trouve, pendant tout le week-end. Ça a été un petit peu compliqué pour lui. Oui, il finit. Il est éliminé en Q2. Ça a été un peu compliqué pendant tout le Grand Prix pour Pierre. En course, on ne l'a pas vraiment vu. Il n'était pas vraiment très performant. Donc 6 sur 20 parce qu'on attendait peut-être mieux de lui sur une course comme ça où il y avait quelque chose à faire. Et au final, il ne s'est pas passé grand-chose. Romain Grosjean, 5 sur 20. Un peu plus faible que d'habitude. Parce que lui aussi en retrait par rapport à Magnussen. Et pas mal d'erreurs. L'erreur en qualif. Pas mal d'erreurs également de tête à queue en essai. Donc c'est un circuit où il a été en difficulté pendant tout le week-end. Et puis l'attitude. Vraiment une attitude où, contrairement au week-end précédent où il était bagarreur, là, j'ai senti un pilote qui était un petit peu au fond du trou et qui n'était plus vraiment très motivé pour être au top en termes de performance. Donc j'ai trouvé ça un petit peu triste. D'où le 5 sur 20. Vous inquiétez pas, Magnussen n'a pas beaucoup mieux. Et puis Ocon, 9 sur 20 pour Esteban Ocon. Week-end frustrant pour Ocon. En Q1, il était bien. Et puis en Q2, déjà, c'est un peu plus complexe. En Q3, il fait le pari de mettre les inters. Ça marche pas trop, donc il repasse sur les maxi pluies. Mais il n'a pas le temps de faire 2 tours. Il fait qu'un tour et donc il est un peu en retrait par rapport à Ricciardo. Mais je pense qu'en qualif, il était meilleur que Ricciardo. Par contre, en course, c'est dommage, c'est après ce départ, ce premier tour. Donc c'est pour ça que c'est 9 sur 20. Je suis peut-être un peu sévère, mais je l'attendais tellement mieux, quoi. Voilà, quand tu vois le départ, quand tu vois les qualifs, la première session de qualif, il n'a pas été verni, il n'a pas été chanceux dans l'affaire, mais bon, à lui de performer quand même. On l'attend un peu plus haut quand même, Ocon. C'est vrai que malgré tous ces problèmes-là, il arrive quand même à finir 11e. Pas si loin que ça que Ricciardo, alors qu'il y a un arrêt en plus, parce que l'écart entre les deux est 2. Oui, non, ça me marque un tour, mais l'écart est pas si énorme entre les deux pilotes. Je crois qu'il y avait une vingtaine de secondes en course, mais bon, c'est un peu trop quand même, malgré tout. Et puis sur ce week-end-là, il n'a pas réussi à saisir l'opportunité. Je pense qu'il avait la capacité de finir au niveau de Lando Norris, et là, c'est un peu frustrant. On passe au pilote au top. Je commence avec Hamilton. 20 sur 20 pour Hamilton. Pourquoi ? Parce que après un vendredi et un samedi aussi compliqué, un début de course pas exceptionnel. Il a montré que c'était un champion parce qu'il y a une opportunité à un moment de prendre le podium, il a saisi. Il y a une opportunité d'aller chercher la gagne, il a saisi. Je pense qu'ils ont été en difficulté chez Mercedes parce que c'est une voiture qui chauffe naturellement pas ses pneus parce que c'est grâce au DAS qu'elle arrive à chauffer ses pneus. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont eu un vendredi pas simple parce qu'ils n'utilisaient pas le système DAS. Je rappelle, c'est le système de direction sur 2 plans, en latéral et en profondeur également, qui permet de modifier l'angle des placements au niveau des roues. Mais du côté d'Hamilton, le dimanche est parfait. Enfin, il saisit toutes les opportunités, il gère très très bien ses pneus, qui je pense, il arrive à moins faire chauffer que face à ses adversaires. Donc c'est pour ça qu'il est en difficulté en début de course, mais en fin de course, il finit très fort. Il gagne quand même avec 30 secondes d'avance sur un peu tout le monde, donc en s'arrêtant qu'une fois, ce qui était pourtant pas la stratégie peut-être idéale, enfin on sait pas trop, mais il a été très très fort pendant tout le Grand Prix, il fait des bons chronos, pas grand chose à dire, à part qu'il est monstrueux cette année quand même, il a pété tout le monde. 7ème titre, moi j'ai connu le 7ème titre de Schumacher. Donc, moi j'ai connu Schumacher égalé Fangio à Manicourt
Et je l'avais vu en direct à la télé. Et j'avais vu le 7e titre, où il n'y avait pas une fête si incroyable que ça pour le 7e titre. Mais ça ne m'avait pas tant marqué que ça. J'ai revu les images là il y a quelques temps. C'est la fête, hein, c'est joyeux, mais c'est pas aussi incroyable que dans mes souvenirs que quand il égale fin de jeu. Et puis bien entendu la fin de carrière de Schumacher, enfin la première retraite de Schumacher, tout le monde s'en souvient, du côté d'Interlagos. La première fois même je crois que le Grand Prix d'Interlagos c'était à 17h. À 17-18h, un horaire vraiment bien. Mais du côté de Hamilton, oui, il égale Schumacher. Moi je m'attendais pas à ce que ça arrive aussi vite. Bon, sur ces saisons chez Mercedes, à part Rosberg, et encore une fois Rosberg, faut quand même rappeler qu'ils avaient changé les mécanos, ils avaient passé les mécanos d'Hamilton chez Rosberg et inversement. Avec la voiture d'Hamilton a vu énormément de problèmes techniques en début de saison, et ils avaient accumulé. Sinon, c'est lui qui domine les années 2010, il n'y a pas photo. Donc voilà, très fort Hamilton, et là il a montré encore. Pour moi, c'est l'une de ses plus belles victoires, pour tout vous dire, avec Monaco l'année dernière, où il sera dans la stratégie. Et quel autre souvenir j'ai? Une très belle victoire d'Hamilton ces dernières années. Quand il part 14e aussi à Hockenheim, où il fait une énorme remontée, là aussi, en sortant un petit peu de nulle part. Pérez, 17/20. Pourquoi? Parce qu'on a retrouvé le... Alors, j'ai pas mis plus, parce qu'il était quand même assez derrière Stroll en qualif. Par contre, en course, il a été très intelligent, il a été très doux avec ses pneus, et il s'est pas emballé. Ce qui pourtant aurait pu être le cas. Et pour moi, Pérez reste un pilote fiable, et un pilote performant, un pilote qui mériterait d'être qui mériterait de rester chez Racing Point ou d'aller chez Red Bull, ou d'aller chez Alpha. Enfin, encore il méritait d'aller chez Alpha, mais c'est un pilote qui pour moi est toujours performant pour la Formule 1, parce qu'il sait aussi quand même saisir quelques opportunités. Alors il les a pas toutes saisies dans sa carrière, mais c'est l'un des meilleurs pilotes payants qu'on ait connu de l'histoire de la Formule 1, voire peut-être même le meilleur. Et il a porté à bout de bras Racing Point, donc c'est bien que ça sera certainement le dernier podium de Racing Point, parce que je les vois pas performer à Bahreïn ni à Abu Dhabi. Mais c'est bien qu'il fasse un podium pour cette équipe. Il a tellement apporté, que ça soit à Force India ou à Racing Point derrière. Si l'année prochaine Aston Martin performe énormément, ça serait grâce à lui, tout le travail qu'il a effectué. Si cette équipe est à ce niveau-là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je crois que même Esteban Ocon pourra le reconnaître. Et ça fait du bien de le voir à ce niveau-là, et le voir performant, parce que c'est vrai que ça a été un peu compliqué cette année pour Pérez. Donc c'est satisfaisant, c'est pour ça que j'ai mis un 17/20. 16/20 pour Vettel, un peu pour les mêmes raisons que Pérez. Lui, il s'est accroché sur ce Grand Prix. Déjà pendant tout le week-end, il est devant Leclerc. Enfin, devant Leclerc. Durant tout le week-end, non. Sur le sec, c'était pas le cas, vous allez me dire. Mais même sur le sec, il était 8ème. Et Vettel, depuis quelques Grands Prix, même le top 10 était inatteignable. Et puis derrière, en course, il prend un énorme départ. Il gagne 10 positions quasiment au départ. Et puis derrière, il fait son rythme. Il sait qu'il n'a pas le meilleur rythme. Alors, il a bloqué Hamilton pendant beaucoup de tours. Il a bloqué également Verstappen pendant beaucoup de tours. Et il a fait un énorme travail. Moi qui avais peur, je m'étais dit quand même, Vettel ces derniers temps, je suis pas forcément convaincu de sa motivation pour l'année prochaine chez Aston Martin. Il a fait terme à critique. Non. Quand il a l'opportunité, il est encore capable de la saisir, et ça c'est vraiment du bon travail de la part de Vettel, et on peut s'en satisfaire chez Aston Martin, et il faudra voir maintenant ce qu'il arrive à faire dans les week-ends à venir. Je continue avec Sainz, 15/20, week-end solide de la part de Carlos Sainz encore. 5ème place sur la course, un peu plus loin en qualification, mais il faut savoir qu'il a été pénalisé
Lui aussi, il fait un très très bon départ. Et ensuite, il est solide parce qu'il fait pas d'erreur. Avec une voiture qui pourtant n'était pas si facile à piloter que ça, qui n'était pas si performante. Il apporte encore des gros points à McLaren. Et puis, il montre que c'est un pilote qui fait peu d'erreurs quand les conditions sont difficiles. Après, du côté de Sainz, ça fait aussi du bien parce que ça faisait depuis quelques Grands Prix, c'était un peu plus compliqué pour lui. Et satisfaisant, voilà, pour le pilote espagnol. Et j'espère qu'il va poursuivre dans les prochaines courses parce que voilà, c'est un pilote qui est performant, qui est au top. Et c'est une très très belle chose de le voir à ce niveau-là. Je continue avec Stroll. 13 sur 20. D'un côté, il y a la pole position qui me fait dire ok, fantastique. Première pole de sa carrière, c'est fantastique. Et s'il était allé sur le podium, il aurait eu 18. De l'autre, il finit pas sur le podium, il finit très loin. Il finit au-delà de la 7ème place. Et pour moi, normalement, ça mérite en dessous de 10. Mais après coup, il a eu un problème technique. Au niveau de son aileron avant, il a eu pas mal de déficit en fait, d'appui sur l'aileron avant, à cause d'une petite ailette qui aurait cassé pour Stroll. Et donc, 13 sur 20 parce que c'est frustrant par rapport au Grand Prix, surtout quand tu vois le début de course où il domine largement, même Perez. Il est très très loin en début de course, hein. Il colle 10 secondes à Perez. Et puis, au bout d'une quinzaine de tours de course, voilà, il a le phénomène de graining et il va perdre énormément d'avance. Ce que Julien Febvre et Villeneuve n'ont pas analysé tout de suite. J'étais un petit peu déçu par ça, parce que normalement ils sont très performants dans ce domaine-là. Et là, ils n'ont pas compris tout de suite qu'il perdait pas mal de rythme. Et moi, je voyais sur les écarts qu'à un moment, il avait 8 secondes d'avance sur Perez et qu'il avait plus que 4 secondes et que derrière, ça revenait aussi très très fort. Avec Vettel, avec aussi Hamilton qui reprenait beaucoup de temps à ce moment-là. Et bon, voilà, c'est ma petite pique à Julien Febvre, qui est quand même bien meilleur que David Dumain sur la MotoGP. Tac, faut toujours tacler David Dumain. Mais Stroll, voilà, 13 sur 20 parce que d'un côté, très satisfaisant, sa pole, sa qualif. Son samedi est très satisfaisant et de l'autre côté, son dimanche est très frustrant. Donc voilà, c'est dommage aussi en termes de stratégie, avoir mis des pneus neufs alors que la piste était slick. C'était une très mauvaise idée, donc il fallait le laisser en piste. De toute manière, si tu le laissais en piste, il finissait deuxième ou troisième, hein. Donc il finissait derrière Perez ou devant Perez, donc ça permettait d'apporter des gros points. Et là, ils ont raté le coche. Mais comme souvent chez Racing Point, c'est une équipe qui est quand même habituée à faire des erreurs stratégiques. C'est pas l'équipe la plus intelligente dans ce domaine-là. Leclerc, 13 sur 20 aussi. Vendredi très bon, samedi, dimanche, il a surpiloté. Il rate le podium parce qu'il fait une erreur de pilotage et parce qu'il veut dépasser tout le monde alors qu'il aurait dû être beaucoup plus calme à ce moment-là. Donc il peut être que frustré. Surtout qu'il a une stratégie en plus où il avait des pneus qui étaient un peu plus usés que les autres vu qu'il s'était arrêté un petit peu avant pour faire un undercut. Après, ouais, il a un peu trop surconduit, je trouve, et ça lui coûte beaucoup au final parce que bon, il fait pas le podium. Derrière, en plus, c'est Vettel qui fait le podium. Il finit à la pire place, qui est la 4ème, je dirais, sur ce Grand Prix là pour lui. Et puis son samedi aussi, où il fait pas mal d'erreurs de pilotage. Il a 2 doigts de se faire éliminer en Q1. Il passe plusieurs fois par le bac à gravier. Ça manquait de sérénité sur ce Grand Prix, sur ce week-end pour Leclerc. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça dommageable. Il y a des pilotes où je vais passer les notes rapidement parce que j'ai pas grand chose à dire. Et Norris 12 sur 20, course encore solide, il fait 8. Bon, en partant d'un peu loin sur la grille, mais il est quand même devancé par son équipier. Russell 11 sur 20, week-end où il domine totalement son équipier, où c'est pas mal en performance, mais dommage, c'est un week-end aussi foufou, ils n'arrivent pas à choper les points. Ricardo 11 sur 20. On attendait un petit peu mieux de Ricardo et de Renault sur ce week-end où il y a eu quand même plusieurs performances très intéressantes ces dernières semaines et où ils n'ont jamais été au niveau de performance.
Raikkonen 9 sur 20, bonne qualif, mauvaise course. Mais du côté d'Alfa Romeo, ça a été pareil pour Giovinazzi. J'ai mis 8 sur 20 pour Giovinazzi parce que, pour tout vous dire, j'ai trouvé que l'erreur sur le tour de sortie, voilà, c'est quand même... Tu fais gaffe sur un tour de sortie et je pense que quand tu fais une erreur à ce niveau-là, c'est que tu n'as pas fait assez attention. Mais d'un côté comme de l'autre, chez Alfa Romeo, il y avait un cruel manque de performance en course par rapport aux qualifications. Et donc c'est assez dur de noter leur week-end aussi parce qu'ils font des très bonnes qualifs où ils sont en Q3. Mais en même temps, en début de saison, on les attendait à ce niveau-là et ils ont plutôt déçu. Ils sont quand même devant Ferrari. Donc là aussi, c'est bien. Mais en même temps, ils sont 8 et 10. Donc voilà, il faut toujours compenser. Après en course, je sais pas, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner les pneus parce que Raikkonen finit 15, Giovinazzi abandonne, certainement à cause d'un problème technique, mais il n'avait pas de rythme non plus. Les deux pilotes n'avaient pas de rythme et avaient un rythme assez similaire mais très faible. Donc c'est un petit peu frustrant. Kvyat 8 sur 20, 2 points de plus que Gasly parce qu'il finit devant en course. Après, c'est un week-end pas formidable du côté du pilote russe qui a fait pas mal de tête à queue en essai. Donc voilà. Et puis chez AlphaTauri, on n'avait pas de rythme ce week-end. Alors c'est une équipe normalement qui arrive à saisir les opportunités, donc c'est un peu frustrant de ne pas réussir à performer. Peut-être que le moteur Honda aussi. La drivability du moteur Honda est pas si bonne que ça. On l'a souvent dit, mais c'est un moteur qui est pas très souple. Le moteur Honda qui est assez brutal dans sa manière de gestion de puissance. On l'a vu avec le départ de Verstappen et de Albon. Mais c'est un moteur qui n'est pas simple à utiliser. Et c'est vrai que Kvyat comme Gasly ont un week-end difficile. Magnussen 6 sur 20. Un point de plus que Grosjean parce qu'il finit la course et qu'il est devant en qualif. Enfin, qu'il est pas loin en qualif, je crois. Après... As, ils sont derrière Williams maintenant, donc en termes de voiture, voilà, ils régressent d'année en année, eux, c'est assez formidable. Donc, assez stupéfiant. Mais pour Mazepin et Schumacher, ça va. Je pense pas que ça soit le bon choix d'équipe. C'est vraiment pour s'enterrer, c'est le meilleur endroit pour Schumacher. Et je suis assez stupéfait que Ferrari n'ait pas fait le forcing pour qu'il aille quand même chez Alfa Romeo. Quitte à foutre Giovinazzi chez Haas ou Raikkonen chez Haas parce que là ça me semble compliqué quand même pour Mick Schumacher. Je pense que ça va être dur. On passe à Bottas 4 sur 20. Je vais pas faire dans l'ordre. Bottas 4 sur 20. 6 têtes à queue sur le week-end. Il a jamais été dans le rythme, Bottas. Je pense que du côté de Bottas, on s'est mis un peu trop de pression, on a surconduit pas mal. Et puis il a été en retrait par rapport à Hamilton, c'est-à-dire que même Hamilton, quand il était pas top, que ce soit en qualif, mais même en essai, il était quand même en retrait pendant tout le week-end. Et un retrait assez net parfois. Et puis en course, il n'est pas dans le coup. Alors déjà, il y a le contact avec Ocon. Par 2 fois. Enfin, il y a le contact avec Ocon, il y a le tête à queue dès le départ, et puis il n'a jamais réussi à faire fonctionner ses pneus. Il l'a bien dit à la radio en fin de course qu'il avait hâte que ça se finisse. Très clairement, parce que je crois, j'ai rarement vu Bottas dans cette situation-là depuis l'Allemagne l'année dernière, où oui, ça avait été compliqué. Mais pour Bottas, c'est un week-end à oublier. Je vais faire Latifi 0 sur 20. C'est la première fois de l'année que je mets un pilote à 0 sur 20, mais là j'ai rien pour défendre Latifi. Il avait pas de rythme, ils l'ont fait abandonner, mais il était à 2 ou 3 tours déjà à ce moment-là. En qualif, je crois qu'il se prend une tôle en qualif, mais il est à la limite des 107%. Il a Latifi, il est en 2,21,6, c'est-à-dire 10 secondes derrière Russell. Et 9 secondes derrière Romain Grosjean qui est le moins bon chrono devant lui. Donc voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. En course, il n'y avait pas de rythme. C'est quand même un pilote qui a 26 ans, qui en F2 en a connu des courses sous la pluie. Donc ne pas réussir
à performer autant. C'est le cas depuis quelques courses quand même, où il y a un manque de performance chez Latifi. Ce 0 sur 20 sanctionne aussi les dernières courses où il y a eu un réel manque de performance du pilote canadien. Et puis je finis avec Red Bull. Verstappen 6 sur 20. Il en a trop fait pendant tout le week-end, lui aussi. Le raté en qualification quand même, avec son équipe technique. Quand tu fais un grand chrono comme ça, où tu mets 2 secondes à tout le monde, tu finis ton tour. Parce que ça va peut-être pas se reproduire une deuxième fois. Ça s'est pas reproduit une deuxième fois, donc il perd la pole qui normalement lui était destinée. Le départ est catastrophique. Ensuite, ça c'est dû au moteur, je pense. Et puis ensuite, le rythme était pas dingue de toute manière sur son deuxième train de pneus. C'était pas fou. Et puis il en a trop fait. Il a fait au moins 3 têtes à queue, lui 3 ou 4 têtes à queue aussi. Donc à part qu'il finit dans les points, mais je pense pas qu'il puisse se satisfaire de finir dans les points et de finir devant son équipier. Et donc Albon 4 sur 20. À un moment, je me suis dit, tiens, il va peut-être jouer le podium. Et puis voilà. Je ne suis pas dit longtemps. Comment vous dire, du côté d'Albon, c'est encore un Grand Prix pas loin d'être catastrophique. C'est-à-dire, vu le nombre de bêtises qu'a fait Verstappen, il arrive quand même à finir derrière lui. Donc, puis il n'était pas dans le coup pendant tout le week-end aussi, il était en net retrait, donc pas grand-chose à conserver du week-end d'Albon, à part que c'était pas ça. On va passer au classement, parce qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo, on a essayé de faire quand même un peu plus court que d'habitude. Du côté du classement pilote, donc c'est notre ami Hamilton qui est champion du monde avec 307 points pour le moment. Il a plus de 110 points il a 110 points d'avance sur Valtteri Bottas, qui a 27 points d'avance lui sur Verstappen, donc rien n'est joué encore pour cette deuxième place. Les deux se battront pour la deuxième place parce que derrière Perez a 100 points, il est quatrième, 3 points devant Charles Leclerc, Ricciardo 4 points derrière, il y a une belle bagarre entre les trois. Il y aura également une belle bagarre entre Albon, Norris, Carlos Sainz, voire Pierre Gasly qui n'est pas si loin que ça. Esteban Ocon lui est 12e avec 40 points, décroché de Lance Stroll qui est 11e avec 59 points. Et puis on retrouve le classement constructeur, Mercedes largement devant Red Bull, Racing Point. La bagarre pour la troisième place entre Racing Point qui a maintenant 5 points d'avance sur McLaren. C'est Renault qui a un petit peu décroché de ce groupe-là avec 18 points de retard sur Racing Point et 13 de retard sur McLaren. Et puis ensuite on retrouve Ferrari qui se rapproche de Renault. Et puis AlphaTauri qui est maintenant décroché de ces équipes-là et qui devrait finir 7e devant Alfa Romeo, Haas et Williams qui n'a toujours pas marqué de points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche également. Je m'excuse pour la qualité de l'image qui s'est dégradée au fur et à mesure, mais il est 16h37 et donc la lumière descend peu à peu, il commence à faire nuit, il commence à faire moins jour, ce qui fait qu'avec la caméra, bien entendu, c'est un petit peu plus technique pour filmer. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous trouvez que j'ai été sévère, pas assez sévère avec certains pilotes. Et puis, nous, on se retrouve pour Bahreïn. Ça sera dans 2 semaines, je crois me rappeler. Allez, ciao, ciao sur la Meg Production.